Bien, merci de reprendre vos sièges. Nous allons pouvoir commencer le séminaire. Je suis très très heureux aujourd'hui d'accueillir Pascal Huguet, qui est directeur de recherche au CNRS, qui nous fait l'honneur de faire le déplacement depuis Marseille, où il dirige l'équipe, j'ai déjà oublié, cognition et comportement social, c'est ça? Cognition et contexte social, pardon. Cognition et contexte social. Et donc, je veux vraiment merci Pascal d'avoir accepté à la dernière minute, parce qu'on a dû chambouler un tout petit peu l'organisation, de venir donc nous parler de tes travaux. Pascal Huguet dirige la fédération 3C de Marseille, Cognition, Comportement, Cerveau, qui comprend plus de 200 personnes qui travaillent sur le campus de Marseille, avec toutes les méthodes disponibles, la recherche chez l'animal, chez l'homme, en neuropsychologie, en imagerie cérébrale, en comportement, jusqu'à la psychologie sociale dont on va parler aujourd'hui. Donc un ensemble de recherches vraiment très impressionnant qui fait de Marseille un des sites importants pour beaucoup de domaines des sciences cognitives. Aujourd'hui, nous allons parler donc de l'environnement social et de son importance à l'école, dans les performances des enfants. Je voudrais juste rappeler que Pascal Huguet était venu il y a 2 ans lorsque j'avais organisé une journée de séminaire avec l'aide de la DGESCO, de l'enseignement scolaire, donc du ministère de l'Éducation nationale. Pascal Huguet a fait un exposé remarquable sur l'influence de l'environnement social dans la perception des performances en fonction du genre, donc garçon ou fille, et notamment dans le domaine des mathématiques. Et je vous incite à revoir cet exposé qui est disponible sur le site du Collège de France. Aujourd'hui, le sujet va être un tout petit peu différent. Il y aura un recouvrement seulement partiel. Je vous lis le titre de ce cours, Introduction aux déterminants sociaux de la cognition, recherche fondamentale et application. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Stan. Merci Stanislas, c'est toujours un honneur d'intervenir dans ce cours. Évidemment, je suis très très heureux de cette intervention. La dernière fois, j'ai évoqué la question des stéréotypes sociaux, en particulier les stéréotypes négatifs qui ciblent les filles et les femmes dans le domaine des sciences, des mathématiques et des sciences, pour montrer comment ces stéréotypes concrètement interviennent pour maintenir des inégalités et une sous-représentation des femmes dans les filières scientifiques et techniques, en maintenant les performances parfois à des niveaux optimaux. Et on a vu la dernière fois que la question des stéréotypes sociaux, ce n'est pas une petite histoire, et ce n'est surtout pas une question simplement d'opinion. Les stéréotypes ont des influences extrêmement puissantes sur les comportements, sur les fonctionnements cognitifs. On en a vu de multiples exemples. Et alors là, ce que je souhaiterais faire aujourd'hui, c'est plutôt de vous donner un aperçu un tout petit peu plus général de la manière dont les facteurs sociaux influencent les activités cognitives chez l'homme et aussi chez l'animal. Alors chez l'animal, on n'ira pas très loin, on restera chez nos cousins avec les primates non humains, en particulier le babouin. Mais pour vous donner un tout petit aperçu de la manière dont le contexte social peut en permanence réguler un certain nombre de fonctions cognitives qui sont tout à fait essentielles, dont ce que l'on appelle le contrôle cognitif, et une forme très particulière qui est le contrôle d'exécution. Alors, avant d'évoquer ces affaires, je vais essayer de vous dire un petit peu dans quoi on est. Donc, on est parti pour une 50aine de minutes dans l'univers de la cognition sociale, qui est le courant dominant de la psychologie sociale expérimentale depuis les années 80 et qui, aujourd'hui, irrigue assez largement les neurosciences dites sociales et affectives. Alors, je vais vous parler de régulation sociale de la cognition. Et je vais vous parler de régulation sociale de la cognition en rapport également, non pas seulement à ce qu'on peut apercevoir dans les paradigmes même de la psychologie cognitive, mais en référence à l'école, bien entendu, et en référence spécifiquement aux influences de la mémoire autobiographique scolaire, c'est-à-dire l'histoire scolaire des élèves sur leur production cognitive actuelle. Donc, ce qui nous intéresse pour une 50aine de minutes, c'est l'étude des processus cognitifs en tenant compte des conditions sociales du traitement de l'information et de leur signification pour le sujet. Donc, vous le savez, la cognition, c'est assurément la forme
la plus intégrée du vivant, mais la réalité biologique et cognitive du sujet est elle-même ancrée dans des fonctionnements sociaux qui, on le sait, ont une importance capitale chez l'animal, mais aussi chez l'homme, et c'est précisément tout le sens de mon propos sur la cognition socialement régulée. Alors, il est indispensable, j'avais rappelé la dernière fois, s'agissant de l'étude du comportement, de distinguer plusieurs niveaux d'analyse ou d'explication, et surtout de chercher à les articuler. C'est cette tentative d'articulation qui peut permettre de livrer une vision en effet plus complexe et des solutions plus réalistes face à un certain nombre de problèmes que l'on tente de résoudre. Alors, on distingue 4 niveaux. Le niveau intra-individuel, qui est le niveau des processus cognitifs et neurophysiologiques, qui est également le niveau des affects, des émotions, des souvenirs autobiographiques, des buts, des motivations. On a fini un petit peu l'exposé de Stanislas avec ces questions-là, en suggérant qu'il y a là aussi des moteurs pour les apprentissages. Les auto-évaluations, la manière dont les individus s'auto-évaluent, c'est extrêmement important pour prédire un petit peu ce qu'ils vont faire et leur niveau de performance. Et on le verra concrètement, le niveau des représentations de soi, qui est très lié à la question des auto-évaluations. Il est donc indispensable de savoir comment nous jugeons nous-mêmes, nous nous évaluons au quotidien, comment les élèves procèdent eux-mêmes. Et je ne le montrerai pas aujourd'hui, mais il y a beaucoup de travaux sur notamment la question des liens qu'entretiennent les auto-évaluations et les comparaisons interpersonnelles au sein même de la classe. Les élèves se comparent en permanence, en tirent des conclusions sur eux-mêmes, sur les autres, des conclusions parfois dans lesquelles il est bien difficile de rentrer et de déstructurer quand elles sont mauvaises pour faire redémarrer un certain nombre d'apprentissages et de résultats scolaires. Le niveau interindividuel, c'est précisément le rôle de l'interaction sociale, de la présence des pairs, des situations d'évaluation, de comparaison sociale qu'on vient d'évoquer, de situations de compétition versus de coopération. Bon, on reconnaît tout ça, on sait bien que la vie sociale, elle est faite de tout cela, la présence des pairs, les situations d'évaluation. La question qui est posée, c'est quelle influence sur la cognition, quelle influence sur les comportements, et quelle influence sur les processus de niveau 1, en particulier. Le niveau positionnel, qui est le rôle des positions occupées par le sujet dans la structure sociale, le poids de l'origine sociale et ou de l'origine migratoire du sujet, l'influence des normes liées aux catégories et aux groupes d'appartenance. Il y a là également un certain nombre de déterminants de niveau positionnel, et la littérature psychosociale depuis les années 70 est extrêmement riche à ce niveau-là. Nous rappelle qu'en effet, nous sommes aussi pilotés en partie par nos catégories d'appartenance, nos positions dans la structure sociale, et que tout ça n'est évidemment pas sans effet sur nos conduites sociales, mais aussi sur les processus cognitifs et parfois sur des processus dont on pourrait penser qu'ils sont totalement indépendants du contexte et des facteurs que l'on évoque à l'instant, alors qu'il n'en est rien. Le niveau idéologique, le niveau des représentations et croyances socialement partagées, la question des stéréotypes sociaux liés à l'appartenance de sexe, à l'origine sociale, à l'origine migratoire. Alors, après les événements que nous venons tous de connaître en référence aux attentats, je me suis dit que c'était sans doute une bonne idée de préparer un cours qui résume un petit peu tout ce que l'on sait dans le champ de la psychologie, en particulier de la psychologie sociale expérimentale, qui serait de nature à nous donner un éclairage sur le pourquoi, le comment, pourquoi tant de haine, en quelque sorte, la difficulté du vivre ensemble. Alors, je suis en train de le préparer. Nous verrons si Stanislas a la bonne idée de me réinviter sur ce contenu spécifique un jour. En tout cas, mon cours n'est pas terminé. Mais il y a là, évidemment, des facteurs extrêmement puissants, les facteurs idéologiques, qui peuvent expliquer pourquoi un individu décide de, par exemple, se sacrifier pour son groupe social en posant une bombe quelque part et en sautant lui-même avec la bombe. Voilà. Donc, évidemment, ces facteurs idéologiques
il faut s'y intéresser d'extrêmement près. Ils jouent un rôle capital dans les conduites sociales. Alors, pour commencer à articuler, à illustrer l'importance des phénomènes liés donc à ces facteurs, on retiendra d'abord et avant tout la nécessité de leur articulation. Chaque niveau d'explication est important. Les comportements ont généralement des causes multiples, d'où la nécessité absolue d'articuler différents niveaux d'analyse ou d'explication. Et c'est ce que l'on va faire maintenant. On va essayer d'articuler 2-3 choses, en particulier en relation avec ce qui constitue l'élément de base du contexte social, qui est, je ne vous apprends rien, la présence des congénères, chez l'homme, chez l'animal. Nous ne vivons pas de manière totalement isolée, ça peut arriver pendant des périodes de temps plus ou moins longues ou dans des périodes particulières de la vie, mais en règle générale, nous interagissons et il faut donc se poser la question de savoir quelle est l'influence de cette interaction avec autrui sur nos fonctionnements cognitifs. Ne jamais oublier que, évidemment, le cerveau traite l'information, mais toujours dans un certain contexte. Et donc, le cerveau traite l'information et le contexte de cette information, le contexte y compris dans sa dimension sociale et même culturelle, est une question scientifique générale et de savoir précisément ce que fait le cerveau de ce traitement de l'information sociale. Alors, on peut étudier le traitement de l'information sociale en lui-même. C'est ce qu'ont fait beaucoup les Nord-Américains dans le courant classique de la cognition sociale, cette expression beaucoup employée aujourd'hui. La cognition sociale, quel est le problème de la cognition sociale? D'un point de vue scientifique, il est de comprendre comment l'individu intègre et organise mentalement son environnement social pour mieux s'y comporter. Et puis, il y a aussi la question complémentaire de savoir quelle est l'influence de cet environnement social mentalement représenté sur les conduites du sujet, en particulier jusqu'aux processus les plus fins de la cognition que l'on peut considérer parfois totalement à tort indépendants des contextes sociaux. Et nous, on s'intéresse pour commencer à la question de base qui est celle de l'influence de la présence des congénères. C'est une vieille question, c'est une question qui nous renvoie à la fin du XIXe siècle, où les premières pierres ont été posées d'un point de vue expérimental. C'était la naissance de la psychologie sociale expérimentale avec cette question. Les gens essayaient de savoir quelles sont les influences, sont-elles facilitatrices, sont-elles de nature au contraire à détériorer les performances des individus? La question a été posée. Alors, cette question a été posée chez l'humain, mais aussi chez l'animal non humain, jusqu'aux blattes, dont on ne parlera pas aujourd'hui, non pas parce que nous ne les aimons pas, en fait, si, on ne les aime pas, mais nous n'avons pas le temps, évidemment, d'aller jusque-là. On aurait pu faire un exposé vraiment exhaustif. Ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Mon propos, c'est plutôt de vous faire apercevoir, comme ça, un certain nombre de résultats qui montrent bien l'influence et la puissance du contexte social, y compris dans ses formes les plus élémentaires. Alors nous commencerons avec une référence au test de Stroop, qui met en jeu un automatisme de lecture supposé irrépressible, mais dont l'expression, en réalité, varie selon le contexte social du sujet au moment du test. Alors, d'abord un retour sur l'effet Stroop lui-même. Vous le savez, pour la plupart d'entre vous, les bons lecteurs sont typiquement moins rapides pour identifier, désigner ou nommer la couleur d'inscription de mots dits incongruents, le mot vert écrit en rouge, relativement à des mots dits congruents, le mot rouge écrit en rouge, le mot vert écrit en vert, ou à des stimuli sans signification particulière, des stimuli de contrôle, par exemple des séries de croix. Cette différence correspond à l'effet Stroop. On a plus de 700 articles sur cet effet au cours des 60 dernières années. MacLeod, en 1991, a fait une méta-analyse extrêmement performante qui montre bien la robustesse. C'est un peu la robustesse du phénomène, c'est un peu l'effet Stroop, la tour d'ivoire de la psychologie cognitive. Vraiment un effet, si on sait quelque chose en psychologie cognitive, c'est notamment ça, c'est l'effet Stroop, sa robustesse et le fait que
chez le bon lecteur, lorsqu'on présente des mots isolés dans sa langue maternelle, eh bien, le cerveau ne peut s'empêcher de construire la signification du mot, d'accéder à la signification du mot, comme on voudra, et de lire le mot alors même que la consigne, c'est de donner la couleur d'apparition du mot. Alors, une idée largement répandue est que les bons lecteurs accèdent automatiquement à la signification des mots et donc ne peuvent s'empêcher de les lire, même lorsque des consignes explicites les invitent à se soustraire à ce processus de lecture. Alors, on va faire un tout petit test tout de suite pour se replonger dans l'ambiance du test de Stroop, alors dans des conditions qui sont évidemment très imparfaites. On ne procède pas comme ça de manière expérimentale quand on fait le test, mais croyez-moi, pour l'avoir proposé aux étudiants, y compris en TP, dans des conditions qui ne sont pas très bonnes, ça marche quasiment tout le temps. Avec l'effet Stroop, on est quasiment dans les sciences naturelles. Alors, je vais vous montrer rapidement des noms de couleurs et d'autres stimuli. Votre tâche consiste à nommer mentalement, parce que si on parle tous ensemble, ça va être compliqué, il va y avoir de multiples interférences, à nommer mentalement la couleur d'inscription des mots ou des stimuli en question aussi vite que possible, j'insiste sur la rapidité, avec le moins d'erreurs possible. Donc vous devez être rapide et en même temps le plus exact possible. Ne lisez pas les mots qui vont apparaître, nommez simplement leur couleur d'apparition aussi vite que possible. Est-ce que vous êtes prêts ? Voilà. Alors, l'expérience que vous venez de faire, elle est très simple, c'est que vous êtes bien efforcé de donner la couleur du mot, parfois assez facilement, et parfois vous avez senti des interférences s'installer en référence au mot précédent qui vient de passer, par exemple, et puis vous avez senti que vous lisiez et qu'il était difficile de réfréner ce processus de lecture parce que vous êtes toutes et tous de bons lecteurs, que je vous ai présenté un matériel, pour la plupart dans la langue maternelle qui est la vôtre. Donc, c'est difficile, le cerveau fait ses propres choix, il ne peut s'empêcher de lire. C'est vrai qu'après tout, si on vous présente un mot, il y a assez peu de raisons de s'empêcher de le lire. Mais en même temps, si on fait cet effort, on peut découvrir à quel point, en effet, la machine cérébrale impose des choses. Il est difficile de réfréner ce processus de lecture. Donc on est a priori sur un processus de type balistique à partir du moment où le mot est présenté dans la langue maternelle du lecteur expert. Le lecteur expert le lit, même si la consigne n'est pas celle-ci, même si la consigne c'est simplement de donner la couleur du mot. Et donc, cette idée de Reisberg et de beaucoup d'autres chercheurs ou chercheuses dans le domaine de la psychologie cognitive, qui est que l'automatisation de la reconnaissance des mots permet une lecture certes rapide, mais nous rend également vulnérables à l'effet Stroop, avec l'idée que la connaissance de l'effet lui-même ne suffit pas à s'en prémunir, en raison précisément du caractère fortement automatique de la lecture, au moins chez le lecteur expert exposé à des mots dans sa langue maternelle. Donc voilà, on a installé le propos, on a ciblé un processus bien identifié de lecture qui suggère un traitement lexical, sémantique, automatique des mots isolés chez le bon lecteur. Et la question est de savoir, est-ce que le contexte social, dans sa forme la plus rudimentaire, je fais le test seul versus je le fais en présence d'un pair, P-A-I-R, peut faire une différence, considérant qu'on est sur un processus fortement automatique. Si on dit fortement automatique, en principe, le processus n'est pas régulable. Voilà. On peut toujours essayer de le réguler, de l'interrompre, d'éviter son enclenchement, etc. Ça ne marche pas, en principe. Alors, en 1999, nous avons publié une série de 5 expériences, et j'en montrerai une seule, qui montre pourtant le caractère assez malléable de l'effet Stroop selon que le sujet réalise le test seul ou en présence d'un pair. Alors, on rappellera ici que la première des 5 expériences, je viens de vous le dire, parce que le but, ce n'est pas de se lancer dans un exposé exhaustif sur la régulation sociale de l'effet Stroop, mais simplement, encore une fois, d'apercevoir des petites choses qui, mises bout à bout, justifient
un véritable intérêt, un véritable développement par la suite de la question de la régulation sociale et fonctionnement cognitif qui a longtemps été un peu négligé à l'intérieur même des paradigmes de la psychologie cognitive. Alors, cette expérience, elle montre le caractère malléable, nous l'avons dit, de l'effet selon que le sujet réalise le test seul ou en présence d'un pair. Alors, avant de montrer les résultats de cette étude, je vous la raconte un tout petit peu. Nous confrontions de jeunes adultes bons lecteurs au test de Stroop en conditions d'isolement ou d'audience attentive, en réalité semi-attentive. Dans cette condition sociale, vous allez voir que c'est très simple, un pair de même sexe et de même âge que le sujet, j'insiste, la similitude interpersonnelle, c'est un élément important dans ces expériences-là, mais qui était en réalité un compère de l'expérimentateur, donc quelqu'un de mèche totalement avec l'expérimentateur, patienter en présence du sujet et l'observer environ 60% du temps. Donc vous faites le test de Stroop sur un ordinateur en appuyant sur des touches qui correspondent aux différentes couleurs des mots présentés, et puis quelqu'un frappe à la porte, qui a à peu près le même âge, le même sexe que vous signale une difficulté dans la pièce voisine. Évidemment, tout ça, c'est totalement bidon, mais le sujet a toute raison de croire que cette personne-là arrive dans la salle expérimentale en raison d'un problème technique dans la salle voisine. Et l'expérimentateur, faisant mine de vouloir gagner du temps, propose naturellement au compère de patienter sur la seule chaise disponible dans la salle expérimentale qui se trouve située en face du sujet, de sorte que le compère qui va venir s'installer dans la salle expérimentale va pouvoir contrôler visuellement le sujet, qui pourra lui-même le voir, évidemment, sans que le compère ne puisse pour autant apercevoir les réponses du sujet, sur quelle touche il appuie, puisqu'il est en face. Et donc, le sujet ne peut pas se sentir évalué. Il se sent observé, mais pas nécessairement évalué. Et là, vous allez voir le poids de cette distinction dans quelques minutes. Donc, pour l'instant, voilà le dispositif. Il est très simple. Et on regarde ce qui se passe pour les deux catégories de stimuli, les mots incongruents et les signes de contrôle. En conditions d'isolement, nous sommes dans la version dans la version manuelle, mais nous l'avons fait aussi en version vocale, version manuelle de la tâche de Stroop, où typiquement l'interférence est de 150 millisecondes, c'est-à-dire que les gens mettent plus de temps, à hauteur de 150 millisecondes de plus, pour donner la couleur d'un mot incongruent que pour donner la couleur d'un stimuli de contrôle. Et c'est exactement ce que l'on obtient ici. Bravo, nous savons produire l'effet Stroop. La question est de savoir ce que devient cet effet en présence d'un pair semi-attentif. Semi-attentif car contrôlant visuellement 60% du temps le sujet. Et dans cette situation, phénoménologiquement, il faut bien vous représenter la situation. Le sujet qui fait le test de Stroop, il n'a pas le temps de regarder et d'avoir un contact visuel avec la personne présente. Il fait vraiment la tâche, il ou elle. Simplement, et nous avons tous fait cette expérience dans la vie la plus ordinaire, ils se sont observés. Et parfois, et vous connaissez ça, nous sommes capables de nous retourner dans la rue et d'apercevoir quelqu'un qui est en train de nous regarder, alors que nous ne savions pas une seconde avant que nous allions faire ceci, mais le cerveau enclenche un processus qui fait qu'on se retourne et qu'on contrôle visuellement cette personne qui nous regarde. Donc l'observation, l'attention portée à soi, ce n'est pas tout à fait rien, c'est probablement quelque chose de réglé assez finement quelque part dans le cerveau et qui enclenche d'autres choses. Et là, la question est de savoir ce qui se passe. Voilà. Dans cette expérience en particulier, l'effet Stroop n'est plus statistiquement significatif. Bon, pour les spécialistes, on est à 0,12. Même lorsqu'on augmente la puissance de test, on n'obtient pas mieux. Il semblerait que l'on bloque quelque chose qui se met dans cette situation, qui se met en route assez naturellement dans l'autre situation d'isolement, et donc que l'on altère un processus de lecture. Alors, s'agit-il d'une inhibition précoce ou tardive du processus? On a tranché ces questions depuis, mais ce sur quoi j'attire votre attention, c'est surtout cet effet puissant sur la taille de l'effet Stroop, alors même qu'on est en train de dire que la lecture correspond à un traitement lexical sémantique de type balistique, en principe indépendant du contexte.
Autre résultat important, ce n'est pas la présence physique des autres en tant que telle qui s'avère déterminante, mais bien certaines de ces caractéristiques, en l'occurrence l'attention portée à soi. Lorsque cette attention fait défaut, il peut ne rien se passer, comme lorsque le compère est plongé dans son livre du début à la fin du test et que par conséquent ne porte pas la moindre attention au sujet. C'est-à-dire qu'on a exactement dans cette étude le même scénario que dans l'étude précédente. Le compère arrive en raison d'une panne technique dans la salle expérimentale avec son livre sous le bras, mais à la différence de la première étude, va se plonger dans son livre et le sujet va très vite comprendre que cette personne-là n'a pas du tout d'attention pour lui ou pour elle, et ce qui revient d'un point de vue cognitif au test de Stroop absolument à la situation d'isolement. Donc ce n'est pas la présence physique en tant que telle, c'est les caractéristiques de cette présence, une caractéristique minimale qui est de porter attention à soi. Manifestement, on parvient avec cette attention portée à soi, à faire des choses que l'on ne parvient pas à faire en situation d'isolement. Et par rien, à bloquer l'enclenchement ou le déroulement d'un processus réputé automatique, ou au moins à inhiber, à un moment ou un autre, cet automatisme. Alors, je vous remonte le premier graphique illustrant l'effet de la condition d'audience attentive, qui a été répliqué depuis 1999 par des équipes différentes de la mienne ailleurs en Europe et aux États-Unis. Il semble donc que même des changements en apparence anodins dans l'environnement social, proximal du sujet, puissent avoir une influence en réalité très importante sur l'expression des capacités cognitives, par exemple les capacités d'inhibition. Or, encore aujourd'hui, la psychologie expérimentale a tendance à négliger cette dimension sociale, mais de moins en moins parce que, sous l'influence notamment des neurosciences sociales et affectives, on se rend compte à quel point le cerveau accorde de l'importance à la dimension sociale et qu'en effet, il traite l'information, le contexte social de cette information, avec des incidences sur les processus mobilisés pour le traitement de l'information tout court. Et donc la complexité... on lui rajoute un étage, en quelque sorte, qui est l'étage social, émotionnel, affectif, et qu'il faut bien s'attacher à comprendre, sinon on risque de passer à côté de la moitié du monde. Le cerveau, manifestement, a une sensibilité sociale très, très importante. Alors, on trouve des traces de la simple présence des pairs jusqu'au niveau cérébral. Par exemple, on sait aujourd'hui que lorsque nous commettons certaines erreurs, une onde d'erreur est générée par le contexte singulaire antérieur, et cette onde survient environ 80 millisecondes après la production de l'erreur, soit bien avant que l'on puisse prendre conscience de l'erreur. Or, l'onde d'erreur est typiquement plus forte en présence des pairs qu'en conditions d'isolement, ce qui nous fait penser aujourd'hui au fait que cette onde d'erreur, qu'on est loin d'avoir totalement compris au niveau international, elle a une composante affective. Donc c'est aussi un marqueur de la nature du contexte social qui est fait au sujet au moment du traitement de l'information, puisque son amplitude augmente typiquement en présence d'un pair attentif aux actions du sujet. Donc le sujet peut donc être sous l'influence de certains facteurs sociaux à un niveau très implicite, puisque vous vous doutez que quand le cerveau envoie cette onde d'erreur quelque part dans d'autres régions, 80 millisecondes, ce n'est pas dans le champ de la conscience. Et donc un niveau très implicite qu'il ne peut détecter, qui par conséquent ne sera pas non plus dans son discours explicite. L'idée qu'on puisse saisir l'influence des facteurs sociaux en interrogeant le sujet, on oublie ça immédiatement. Plus de 50 ans de travaux pour démontrer que vraiment ces influences sont complexes, comme d'habitude, comme pour tout le reste, et que malheureusement nous n'avons pas totalement accès à la nature des influences produites par le contexte social sur nos comportements, sur nos conduites sociales, mais y compris sur nos activités mentales. Alors, dans une étude plus récente, toujours avec le test de Stroop, nous avons mis en concurrence le distracteur sémantique et le regard direct d'autrui qui apparaissait cette fois de manière concomitante avec la consigne d'ignorer à la fois le mot et le stimulus social. Donc là, ce que l'on fait, je vous disais tout à l'heure, on était dans des expériences dans lesquelles la présence d'autrui pouvait générer un sentiment d'observation, mais sans contact visuel. Alors là, on va au contraire travailler sur le contact visuel,
avec des stimuli de cette nature. L'hypothèse est que cette région du visage, que l'on sait absolument essentielle pour la cognition sociale, hein, c'est vraiment les premières interactions mère-enfant, c'est beaucoup de contacts visuels, et heureusement aujourd'hui aussi, depuis très longtemps, mais peut-être encore plus aujourd'hui, dans les relations père-enfant. En tout cas, cette relation contact visuel est extrêmement fondamentale. Et l'idée, c'est que cette région du visage, par conséquent, fait l'objet d'une capture automatique, au moins aussi automatique que la lecture du mot. Donc nous exposions le sujet à deux sources d'interférence. Quand je dis au moins aussi automatique que la lecture du mot, au moins aussi automatique que le mot que l'on vient capturer alors qu'on ne doit pas le capturer. Donc nous exposions le sujet à deux sources d'interférence avec l'idée que la capture pourrait être de nature à retarder la mise en place du processus d'inhibition de la lecture. Donc si en effet la région des yeux est une région extrêmement puissante auquel le cerveau accorde une signification particulière et lui donne priorité, alors lorsqu'on fait les deux choses à la fois, lorsqu'on expose le cerveau à la région des yeux, y compris avec un stimulus totalement statique, et à la fois donc à cette région et au mot incongruent lui-même, il est possible que cette fois on ait une augmentation de l'effet parce que précisément l'attention est retenue momentanément, alors même retenue par le stimulus social, alors même que le sujet ne doit accorder aucune attention, c'est dans la consigne à ce stimulus social, avec des conséquences importantes, là encore, sur la gestion du conflit de réponse au test de Stroop. Donc une différence essentielle avec le paradigme précédent, que cette fois, autrui n'est plus physiquement présent, il est réduit à ce regard statique qui intervient en même temps que le mot lui-même. Et dans certains essais, le regard est direct, comme l'image que vous avez sous les yeux. Dans d'autres, il est dévié. Dans d'autres encore, le sujet n'est exposé qu'à des yeux clos ou un stimulus contrôle non social, une sorte de code barre construit de manière à préserver les caractéristiques psychophysiques des yeux ouverts. Voilà donc comment ça marche. Donc à chaque fois, le sujet doit simplement donner la couleur du mot. On l'a prévenu, ne pas accorder d'attention au mot lui-même, ne pas accorder d'attention à la région, au stimulus social présenté. Alors, qu'est-ce que l'on obtient dans cette expérience ? Ce que l'on obtient, c'est la chose suivante. La figure A au centre montre que dans la condition de regard direct, ou de ce que les Américains appellent le eye contact, l'effet Stroop augmente, exactement comme si le regard direct agissait lui aussi comme un puissant distracteur susceptible de retarder la mise en place du processus d'inhibition cognitive. Donc, le regard direct des autres semble donc bien traité automatiquement par les individus, même lorsqu'ils s'efforcent de ne pas y prêter attention. Le cerveau, on le disait, fait en quelque sorte ses propres choix attentionnels contre la volonté du sujet. En bref, nous avons vu précédemment que le sujet peut échapper à l'effet Stroop en présence physique d'un père qui lui porte une certaine attention, alors qu'ici, nous voyons qu'un regard direct est plutôt de nature à retarder le processus d'inhibition en jeu au test de Stroop. Voyons maintenant une autre illustration des effets liés à la présence des autres en matière d'inhibition cognitive et donc de fonctionnement exécutif. Alors les fonctionnements exécutifs, c'est extrêmement important dans tous les apprentissages. À chaque fois qu'on doit apprendre quelque chose de nouveau, il faut contrôler son attention. Et ça, c'est l'affaire des fonctions exécutives. Et très souvent, il s'agit de réprimer des réponses dominantes incorrectes. Et donc, il s'agit de savoir si l'on y parvient plus ou moins bien en présence, cette fois, de l'expérimentateur qui est évidemment source d'évaluation. Dans la tâche de Simon, le sujet doit fixer une dot centrale, puis appuyer par exemple sur le bouton de gauche lorsque l'une des deux diodes adjacentes s'allume en rouge, et à droite lorsque l'une de ces deux mêmes diodes s'allume en vert. Alors pour des raisons méthodologiques évidentes, ces associations sont contrebalancées d'un sujet à un autre, retenant surtout que l'on distingue deux types d'essais, des essais compatibles et des essais incompatibles, ou congruents ou incongruents, peu importe. Donc vous avez compris le dispositif, vous avez un bouton à droite, à gauche, on vous dit lorsque la diode rouge s'allume, et elle peut s'allumer à droite ou à gauche, vous devez appuyer à gauche, lorsque c'est le vert qui s'allume, vous devez appuyer à droite, et donc le signal peut apparaître du bon côté ou du côté opposé au bouton de réponse.
Alors, pour les essais incompatibles, la réponse automatique qui consiste à répondre du même côté de la stimulation sensorielle, c'est vrai qu'on a tendance à répondre toujours du côté de la stimulation sensorielle. Si je passe derrière vous et que je vous tape sur l'épaule gauche, il est peu probable que vous vous retourniez à droite. Vous allez chercher le contact à gauche. Même chose si je vous tape sur l'épaule à droite. Bien entendu, l'effet Simon met ce type de relation en jeu. Un automatisme qui consiste à répondre du même côté de la stimulation sensorielle. Lorsque cela est compatible avec la consigne, pour reprendre notre exemple, appuyer à gauche en réponse à la couleur rouge survenant à gauche, tout va bien. Mais dans les essais incompatibles, au contraire, la réponse la plus automatique entre en conflit avec la consigne. Par exemple, la couleur rouge survient à droite, alors que la consigne suppose d'appuyer à gauche. Autrement dit, il faut appuyer à gauche, alors même que la réponse automatique conduit à répondre du côté de la stimulation sensorielle, ici le côté droit. Donc on est sur des choses basiques du point de vue social, la présence des autres, sur des choses basiques du point de vue cognitif qui consistent simplement à donner une réponse en référence à une stimulation sensorielle toute simple, rouge ou verte. Dans les essais incompatibles, le sujet doit donc inhiber la réponse automatique et donc faire preuve d'un contrôle d'exécution. L'effet Simon correspond à la différence de temps de réaction entre les essais incompatibles impliquant d'inhiber précisément la réponse automatique et les essais compatibles pour lesquels la réponse automatique est correcte, soit une différence typiquement au voisinage de 30-40 millisecondes chez le sujet sain. On est sur un effet de taille plus réduite que l'effet Stroop, mais tout aussi robuste. L'effet Simon est très robuste. Alors, pour bien comprendre ce que je vais vous montrer par la suite, permettez-moi ce petit détour à propos de l'effet Simon chez des patients souffrant de la maladie de Parkinson. Le graphique à gauche est ce que l'on appelle un delta plot. Il faut que je vous explique cet élément de méthodologie, sinon ça va être un peu compliqué. Un delta plot qui simplement indique la taille de l'effet Simon, donc en ordonnée, vous avez les TR aux essais incompatibles moins les TR aux essais compatibles, ce qu'on appelle donc l'effet Simon, selon la vitesse, et ça c'est très important, moyenne de réponse aux deux types d'essais moyennés. Donc on prend les essais compatibles, incompatibles, on fait la moyenne, on les coupe en morceaux, et on se pose la question de savoir quelle est la taille de l'effet Simon, selon que le sujet a répondu en moyenne aux deux types d'essais de manière très rapide, éventuellement même précipitée, ou de manière plus lente, de manière beaucoup plus lente. Et on sait évidemment que pour inhiber un automatisme, cette inhibition prend du temps et que cette inhibition, par conséquent, est plus probablement observable sur les segments longs que sur les segments courts, et donc lorsque le sujet répond plus lentement que lorsqu'il se précipite, bien entendu. Donc, en gros, il s'agit de savoir si l'effet Simon que l'on attend assez fort sur les temps les plus courts diminue sur les temps les plus longs, qui en principe traduisent la mise en place d'un processus d'inhibition. Donc c'est en effet clairement ce que l'on observe chez les sujets contrôle, représentés par les points blancs ici, qui présentent un effet Simon autour de 40 millisecondes sur les temps les plus courts et qui chute de manière spectaculaire sur les temps les plus longs, propice à la mise en place d'un processus d'inhibition où l'effet Simon va même jusqu'à s'inverser. Donc vous voyez que sur les temps longs, l'effet Simon est beaucoup moins problématique. Les sujets arrivent à le contrôler. Cette courbe est nettement moins prononcée chez les patients, illustrée par les points noirs, qui passent de 40 millisecondes sur les temps courts à 20 millisecondes sur les temps longs, indiquant ce que l'on considère comme un déficit d'inhibition sur les temps longs, selon cette méthodologie qui implique au passage de prêter une attention particulière à la distribution des temps de réponse et pas seulement à l'effet Simon moyenné. Or, les travaux sont encore assez nombreux sur les temps de réponse où l'on s'attache au temps de réponse moyen plutôt qu'à la distribution des temps de réponse qui nous donne une information sur la dynamique des processus, et ça c'est tout à fait intéressant. Le graphique à droite ne dit pas autre chose, mais distingue cette fois les patients en fonction de la sévérité estimée des troubles. Et l'on voit que le déficit d'inhibition sur les temps longs est particulièrement prononcé chez les patients les plus atteints relativement aux deux autres groupes. Revenons maintenant à nos affaires. Nous avons repris récemment cette méthodologie avec des sujets sains qui, vous allez voir, en présence de l'expérimentateur, présence dont on rappelle qu'elle est éminemment évaluative. Tous les sujets qui passent une expérience de psychologie savent que l'expérimentateur ou l'expérimentatrice a la connaissance du dispositif, a des attentes sur les performances, connaît le test, connaît le but
du test, quel processus on étudie, etc. Ils peuvent se sentir évidemment évalués. Bien, en présence de l'expérimentateur, vous allez le voir, nos sujets sains se comportent comme des parkinsoniens assez gravement atteints. Alors, nous venons de publier cette étude qui impliquait aussi des estimations de l'activité cérébrale par MEG, mais nous en resterons aux résultats comportementaux pour des raisons de temps et aussi parce qu'une partie des résultats est encore en cours d'analyse sur la partie strictement MEG. Alors, dans cette étude, les sujets faisaient le test de Simon en l'absence ou en présence d'un expérimentateur qui lisait de manière anodine et leur portait attention environ 60% du temps avec un script déterminé à l'avance. Donc on est à peu près dans le même scénario que dans nos premières études impliquant la présence physique d'un congénère. On voit ici l'expérimentateur qui pose son regard sur le matériel avant de le poser pendant 2 secondes sur le sujet, qui peut le détecter en vision périphérique. Ensuite, l'expérimentateur lisait à nouveau son article, puis regardait à nouveau le sujet et respectait cette alternance jusqu'à la fin du test. Donc là, on est vraiment sur une interaction sociale rudimentaire, extrêmement simple, extrêmement anodine. Alors, même chose que précédemment, on trace le delta plot avec l'effet Simon en ordonnée en fonction de la vitesse moyenne de réponse aux 2 types d'essais, compatibles et incompatibles. Lorsque les sujets travaillent en l'absence de l'expérimentateur, on observe bien une chute de l'effet Simon sur les essais qui ont donné lieu au temps de réaction les plus longs, qui traduisent en principe ou qui permettent en principe la mise en place d'un processus d'inhibition. Donc on s'attend à un effet Simon moins élevé et c'est exactement ce que l'on observe. On observe encore ce phénomène, néanmoins dans une moindre mesure, en présence d'un pair qui n'est donc pas l'expérimentateur et dont la capacité évaluative est moindre. En présence de l'expérimentateur, nos sujets deviennent parkinsoniens. Ils montrent un terrible déficit d'inhibition, comme si la présence évaluative d'autrui consommait des ressources exécutives au détriment de l'activité cible. Donc on voit encore une fois l'importance qu'il convient d'accorder à des éléments basiques du contexte, la présence des autres en particulier, lorsque cette présence revêt une dimension évaluative capable de capturer une partie de notre attention au détriment de l'activité cible. Alors nous ne sommes pas les seuls à faire les frais de ce type de choses, donc la présence des congénères en matière de contrôle d'exécution. Tout cela est inscrit de longue date dans l'histoire de l'espèce, et l'on peut en effet repérer des phénomènes de même nature chez nos cousins éloignés, les babouins. Alors je vous donne rapidement un aperçu du centre de primato réservé aux babouins aux environs d'Aix-en-Provence, qui a été le lieu d'une autre étude très récente sur les effets liés à la présence de congénères. Ce centre est sous la direction de Joël Fagot, qui a fait un travail formidable pour organiser le centre pendant des années, et on lui doit beaucoup, et qui le fait tourner à plein tous les jours. On récupère des centaines de milliers de données par jour avec ce centre, qui comprend un enclos de 600 m² où vivent en semi-liberté une trentaine de babouins, et surtout qui intègre des boxes d'expérimentation munis d'écrans tactiles, auxquels les animaux peuvent librement accéder. Donc, contrairement à ce qu'on fait habituellement dans les laboratoires où on va chercher l'animal pour travailler, l'animal est dans sa cage et on va le chercher pour travailler, là c'est tout le contraire, et en semi-liberté, c'est le singe qui choisit d'aller bosser, de rejoindre un box expérimental, d'aller toucher un écran tactile, de participer à une expérience, et ça change absolument tout, parce que là, évidemment, on a la garantie que lorsque le singe vient vers l'écran tactile, eh bien, il est motivé, il a envie, personne ne l'a contraint. S'il n'a pas envie de travailler pendant 3 jours, il ne travaille pas pendant 3 jours, il n'y a aucun problème à ça. Et d'ailleurs, Joël Fagot a découvert que, curieusement, les babouins respectaient à peu près les mêmes rythmes de travail que nous, ils se mettent à travailler à peu près à 8 heures, ils arrêtent à midi alors qu'ils ne sont pas nourris entre midi et 2, reprennent en début d'après-midi et arrêtent le travail vers 17-18 heures. Et puis, il y a ceux aussi qui se battent dans la journée ou qui vivent un événement un peu traumatisant et que l'on retrouve dans les box expérimentaux à 4 heures du matin, 5 heures du matin. Voilà. Donc, quand on dit nos proches cousins, en effet, on ne raconte pas trop de blagues. Alors, dans cette étude, les babouins apprenaient pendant une phase d'entraînement à associer des figures géométriques, par exemple un cercle rose présenté au centre de l'écran, et une croix blanche présentée ultérieurement à gauche de l'écran. Bien entendu, seuls les essais réussis étaient suivis d'une récompense, et une fois l'association bien apprise et donc stabilisée, chaque animal était confronté pendant des milliers d'essais aux mêmes associations que précédemment dans 80% des essais, qu'on appellera les essais non conflictuels, et exposé également à des essais conflictuels dans 20% des cas. Vous avez un exemple sur la diapo d'essais conflictuels.
Donc, dans les essais conflictuels, l'association est donc spatialement inversée. On ne change pas l'association elle-même, c'est-à-dire cercle rose, croix blanche par exemple. Simplement, la croix blanche n'est plus à droite, il faut aller la taper à gauche, n'est plus à gauche, mais il faut aller la taper à droite par exemple. Donc, ces essais conflictuels impliquent véritablement un contrôle cognitif. L'animal doit se réfréner de faire ce qu'il a pris l'habitude de faire, c'est-à-dire quand il voit une croix blanche, d'aller d'un certain côté, mais plutôt choisir l'autre côté de réponse. Donc, on lui propose un conflit de réponse qui implique un contrôle d'exécution pour réussir l'essai. Alors, on va essayer, si je récupère bien les choses, de démarrer un tout petit film qui vous donne une idée beaucoup plus précise du centre Rousset. Si ça veut bien démarrer. Il semblerait qu'on a un problème. Non, c'est bon. Donc voilà les babouins en semi-liberté. Bon, il y en a une bonne trentaine. Des petits, des plus âgés, des adultes, des dominants, des dominés, comme d'habitude, comme chez nous. Voilà, qui peuvent accéder donc à des séries de box expérimentaux. Une fois à l'intérieur, ils sont équipés d'une puce qui les détecte et qui relance l'ordinateur exactement sur la tâche qui leur était réservée à l'endroit où ils se sont arrêtés la dernière fois, 2 heures avant, 2 minutes avant ou 3 jours avant. Donc on voit un exemple de test de cette expérience que je vous raconte. Donc ils paraissent assez tranquilles, assez lents. En réalité, ils sont 2 à 3 fois plus rapides que nous sur ce type de test. Les temps de réponse sont absolument fantastiques. Et ils adorent ça, ils font ça à longueur de journée. Parfois, ils se tannent un peu avant de rentrer dans le box. Voilà. Et à chaque fois, de la nourriture qui tombe dans le cas de réussite. Le dispositif est tout à fait intéressant puisqu'il réalise le test proposé en présence de leurs congénères qu'ils voient à travers des plaques plexi qui leur permettent de savoir qui est là. Et le qui est là est lourd, très lourd là, de signification parce qu'ils se connaissent tous. Ils savent très bien que la personne à côté, l'individu à côté est de la même famille ou pas de la même famille, il est dominé, il est dominant, de sexe mâle ou femelle. Donc il n'y a aucun problème avec ça. Donc premier résultat, l'effet de conflit, c'est-à-dire la différence entre les temps de réponse aux essais conflictuels et les temps de réponse aux essais non conflictuels est en moyenne très élevé dans toutes les conditions confondues, au voisinage de 180 millisecondes. 180 millisecondes, ça ne paraît pas énorme comme ça, mais c'est énorme pour le cerveau, un temps gigantesque. Rien d'étonnant à cela, puisque précisément les essais conflictuels impliquent un contrôle dont la mise en place prend du temps. Donc voilà, quand ils doivent changer leur mode habituel de réponse, ça prend du temps en moyenne, toutes conditions confondues, 180 millisecondes. Et c'est très statistiquement significatif. Sur le graphique à droite, nous reprenons la technique des delta plots. Le delta indique l'effet de conflit avec en abscisse les différents segments de temps de réaction, des plus courts aux plus longs. Et seuls les terres associées à des réponses correctes sont impliquées dans ce graphique. La valeur 0 indique une condition d'isolement et les valeurs 1 à 3 et plus, les conditions de présence des congénères. Un congénère présent, 2 congénères présents ou 3 plus. Voilà le résultat. On voit tout d'abord que la présence sociale ne produit aucun effet notable sur les temps les plus courts, au voisinage de 300 millisecondes en moyenne. Sur les temps les plus longs, en revanche, cette présence amplifie l'expression du conflit de réponse, qui passe d'environ 200 millisecondes en conditions d'isolement, qui est la courbe rouge. Si vous regardez donc à l'extrémité vers 900 millisecondes de temps de réponse moyen, vous avez un effet Simon à 200 millisecondes en conditions d'isolement, qui passe à près de 300 ou plus en conditions de présence des congénères, comme si cette présence consommait en effet des ressources exécutives au détriment de la gestion du conflit de réponse. Sur cette figure, on aperçoit que l'intensification du conflit de réponse est causée principalement par la présence de congénères de haut rang, plutôt jeunes, et donc dans la force de l'âge, et de sexe masculin. Donc en gros, le conflit de réponse augmente chez tout le monde en présence du jeune mâle dominant. Voilà. Quand le jeune mâle dominant est à côté de moi, il ne peut pas m'agresser, puisque je sais qu'il y a du plexi, mais il se passe néanmoins des choses. Je ne travaille pas en sa présence comme je travaille en présence des autres. Et ça,
on l'a vu que chez l'homme, c'était également une donnée de base. Et on peut en quelque sorte dater ces processus socio-cognitifs avec les primates non humains. On voit des choses à peu près de même nature ici, très importantes, qui traduisent bien l'influence du contexte social dans ce qu'il y a de plus rudimentaire sur des processus absolument fondamentaux, le contrôle cognitif. Donc, s'agissant de la réponse elle-même aux essais conflictuels, les animaux sont au voisinage de 70% de réponses correctes sur les temps les plus longs en conditions d'isolement, alors qu'ils stagnent à 50% en présence de jeunes mâles dominants, lesquels, manifestement, interfèrent avec le contrôle d'exécution chez tous les autres. En bref, il semble bien que l'attention allouée aux individus ne soit pas simplement une attention sociale, parce que dirigée vers des objets sociaux, mais que cette attention implique des ressources exécutives qui, par conséquent, ne sont plus disponibles ou moins disponibles pour la tâche principale. Alors, j'en ai terminé avec la première partie de mon exposé, qui n'avait simplement pour fonction que de commencer à faire prendre conscience, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce type de littérature, et j'en conviens parfaitement, on ne peut pas tout faire, donc montrer comment des choses extrêmement simples peuvent avoir des effets puissants. On n'est pas rentré dans les processus véritablement, mais des effets extrêmement puissants sur des données de base de la cognition, le contrôle d'exécution et toutes ces affaires-là, lourdement impliquées dans les apprentissages. Et puis là, on va shifter complètement vers autre chose qui est un peu, à mon avis, l'autre bout du continuum sur les facteurs sociaux. Il y en a beaucoup d'autres entre-temps, qui est la mémoire autobiographique, puisque ces expériences sociales, nous les mettons en mémoire. Et la mémoire autobiographique, la mémoire des expériences de vie en rapport à soi, donc de nos expériences sociales antérieures, cette mémoire, c'est probablement le plus gros système mnésique du système cognitif. Voilà. Nous savons beaucoup de choses sur des tas de choses, mais sur nous, alors là, nous en connaissons un paquet. Voilà. Alors, il faut se poser la question de savoir comment ces événements, ces épisodes de vie, ces expériences sociales antérieures, éventuellement, contribuent au pilotage des activités cognitives à l'instant T. C'est-à-dire, là, on est vraiment dans l'influence du T-1 sur T, dans le domaine de la cognition. Et ça, c'est vraiment le problème des incidences, des influences de la mémoire autobiographique sur les productions cognitives présentes. Alors, j'enchaîne sans trop de transition avec les régulations liées à la mémoire autobiographique qui, par conséquent, on vient de le dire, consignent les connaissances sur soi, les expériences personnelles, dont les expériences de réussite et d'échec, qui, dans la vie ordinaire, sont souvent associées à des situations de présence d'autrui et d'évaluation, comme celles à l'œuvre dans le contexte scolaire, nous le savons tous. La mémoire autobiographique est d'ailleurs pleine de ces souvenirs scolaires, plus ou moins reconstruits, que l'on est capable d'évoquer jusqu'à l'automne de la vie. Je le dis souvent, si vous embêtez au cours d'un repas qui devient un petit peu laborieux, vous lancez la question de l'autobiographie scolaire, vous vous souvenez subitement de ce prof que vous aimiez ou que vous détestiez, et tout le monde va enchaîner avec le prof, etc., qu'il aimait ou qu'il détestait. Tout le monde va enchaîner avec un souvenir scolaire extrêmement riche. Vous allez découvrir la richesse, la précision des souvenirs qui sont évoqués, et parfois même les émotions qui ressurgissent, qui sont celles vécues à l'époque, positives ou négatives, voire extrêmement négatives, et tout ça est flagrant. Et donc il faut s'intéresser à la question de savoir comment ce contexte social mis en mémoire peut ressurgir pour contribuer à piloter un certain nombre de choses dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Alors, sur cette mémoire autobiographique scolaire, on a eu beaucoup de travaux qui ont été initiés en ce qui concerne la France par Jean-Marc Monteil dans les années 80 et 90, avec cette idée que les performances des élèves dépendent au moins en partie de leurs expériences antérieures de réussite ou d'échec et des représentations de soi construites au fil du temps à l'issue des évaluations. Alors, je vous en donne une illustration simple sur laquelle j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer une fois, que j'ai présenté une fois. Donc, toute petite manip, il y en a des tas d'autres depuis. 54 élèves de 6e, 5e, de bons élèves et de mauvais élèves. Et quand je dis mauvais élèves, entre guillemets, je parle d'élèves en échec, en difficulté scolaire avérée,
et non pas d'élèves momentanément en difficulté. Donc ces fameux élèves très en difficulté que l'on doit s'efforcer de sortir de cette difficulté. On leur propose un test de reproduction de mémoire d'une figure sans signification particulière. On parlait de la mémoire des figures, les figures géométriques ou des visages, etc. Là, on y vient. Adapté de la figure complexe de Ray. Et on présente le test dans le contexte de la géométrie versus du dessin. 50 secondes à l'encodage, 5 minutes au rappel. Donc on a là de bons et de mauvais élèves, notamment en maths, en géométrie, et on leur dit, voilà, on va vous présenter une figure complexe, vous avez 50 secondes pour la mettre en mémoire, ensuite vous devrez la restituer à main levée sous une forme graphique. Et ce test est très utile pour nous parce qu'il va nous aider à mieux évaluer votre capacité en géométrie. Donc un contexte assez problématique du point de vue autobiographique pour les élèves en difficulté. Versus à mieux évaluer vos capacités en dessin. Donc en dessin, on est dans la sphère artistique qui n'est pas autobiographiquement nécessairement problématique pour ces élèves qui sont en difficulté, dont on sait d'ailleurs qu'ils ont tendance à surinvestir ces dimensions-là, sauf lorsque, bien sûr, ils abandonnent totalement l'école et sautent la grille du supermarché à 18h, et que cette obsession les habite depuis 8h du matin. Alors, voilà la figure de Ray. Imaginez que vous ayez cette figure, vous êtes un enfant de 6e, 5e, et on vous propose cette figure pendant environ 50 secondes. Vous savez que vous devez la mettre en mémoire et ensuite la restituer sous une forme graphique à main levée. Vous voyez qu'elle n'est pas simple, cette figure. Elle est faite de détails. Alors, au-delà, évidemment, de l'armature centrale, qui n'est pas trop compliquée, qui est une unité à part entière, une autre unité, une autre bonne forme, le triangle, les diagonales. Voilà, tout ça constitue des unités de traitement. Mais il y a aussi des détails, celui-là, que je fais clignoter. Pas, évidemment, aussi facile que le reste à mettre en mémoire. Bref, une vraie difficulté. Ce test est encore très utilisé en neuropsychologie pour l'évaluation des capacités d'organisation perceptive, de construction visuospatiale et de mémoire visuelle. Ce sont des capacités absolument indispensables pour de nombreux apprentissages scolaires. La figure est décomposable en 22 unités corrigées par des juges indépendants, aveugles totalement aux conditions de l'étude. Le codage est le suivant. 2 points sont accordés si l'unité est correctement reproduite et positionnée. 1 point si elle est soit altérée mais correctement positionnée, soit intacte mais incorrectement positionnée, etc. Donc un codage assez précis, qu'on a repris d'ailleurs du codage de Ray Osteritz, même si on a beaucoup adapté sa figure pour supprimer les éléments les plus simples à mémoriser. Le résultat. Les résultats sont les suivants. On a donc les élèves en réussite et les élèves en échec dans le contexte de la géométrie. On voit que les élèves en réussite font beaucoup mieux que les élèves en échec dans ce contexte dont je rappelle qu'il est autobiographiquement problématique pour les élèves en échec, puisque c'est justement la dimension dans laquelle ils échouent habituellement, les maths, la géométrie, etc. La question est de savoir ce qu'il se produit en dessin lorsqu'on enlève cette signification autobiographique problématique, lorsqu'on la retire. Le test est exactement le même, strictement le même dans les deux conditions de l'étude. Alors, on peut se dire que les bons ne sont pas bons pour rien, ni les mauvais mauvais pour rien. Il reste que la tâche étant la même dans les deux contextes, c'est donc les représentations de soi construites au fil du temps qui s'avèrent ici tout à fait déterminantes. Or, ces représentations sont indissociables des contextes scolaires, des réussites et des échecs passés. Chez les élèves faibles, la présentation du test comme un test de géométrie, nous le savons maintenant, augmente l'accessibilité de certaines connaissances en rapport à soi, donc des connaissances autobiographiques, coûteuses en ressources attentionnelles au moment de l'encodage et ou de la récupération de la figure complexe. Et le test étant strictement le même dans les deux conditions, c'est donc bien cette représentation de soi construite au fil du temps qui est déterminante. Alors, on a consacré 2 bouquins avec Jean-Marc sur ces questions-là, un en langue française, un en langue anglaise, que je vous invite, si vous avez un peu de temps et un peu de motivation pour ces questions-là, manifestement oui, à consulter. Je termine par 2 études récentes. Nous allons chercher des preuves directes, cette fois, de l'influence des souvenirs autobiographiques, parce que là, on joue sur la signification autobiographique. Jusqu'ici, on jouait sur la signification autobiographique des contextes d'apprentissage pour apercevoir que cette signification peut
détériorer massivement les capacités du sujet, ou en tout cas l'expression des capacités du sujet, donc les performances cognitives. Là, on essaie de savoir si on peut mettre en évidence directement l'impact du rappel autobiographique sur les performances, ce qui impliquait des protocoles en deux phases, une phase de rappel autobiographique et une phase de production de performance. Il s'agissait aussi de tester l'influence éventuellement différenciée des souvenirs selon leur nature générale ou spécifique. Vous allez voir, il n'y a absolument rien de compliqué. Les souvenirs généraux, c'est quoi? Ce sont des souvenirs d'événements ou comportements similaires et récurrents. Leur contenu peut être jugé comme typique de soi. Les souvenirs spécifiques sont au contraire des événements ou comportements uniques, bien situés dans l'espace et dans le temps. Leur contenu est perçu typiquement comme une exception et non comme un élément de définition de soi. Alors on va forcer le rappel autobiographique sur un mode général ou spécifique et en voir les incidences sur la performance. Alors, les souvenirs généraux, par exemple, j'ai l'habitude de bien réussir en maths. Les élèves peuvent considérer la réussite comme une généralité qui les définit en tant qu'élève. Je suis un bon élève en mathématiques. Souvenir spécifique, une fois, j'ai réussi le contrôle de maths, ce qui suggère que d'habitude, ce n'est pas le cas. Et les élèves peuvent considérer la réussite davantage comme une exception que comme une généralité. Même raisonnement pour l'échec, j'ai l'habitude d'échouer en maths. Donc la généralité, c'est l'échec qui me définit en tant qu'élève. Je suis mauvais élève en maths. Souvenir spécifique, une fois j'ai échoué le contrôle de maths, ce qui suggère que habituellement c'est plutôt la réussite qui est la règle. Les élèves peuvent considérer l'échec davantage comme une exception. Alors, on va jouer avec tout ça. En phase 1, on fait rappeler 3 souvenirs généraux ou spécifiques de réussite ou d'échec dans une ou plusieurs disciplines scolaires. Donc là, les élèves ont le choix de choisir le domaine du rappel autobiographique, sur un mode général, sur un mode spécifique. Puis, on propose un test de mathématiques, avec, dans l'étude 1, des étudiants de premier cycle, et un test de raisonnement avec des élèves de niveau seconde dans l'étude 2. Dans l'étude 1, la performance au test de maths était supérieure après un rappel de souvenirs génériques de réussite qu'après un rappel de souvenirs génériques d'échec. Ça, on peut l'entendre. C'est vrai qu'on peut imaginer que se rappeler des souvenirs génériques d'échec, même s'ils ne concernent pas les maths, peuvent mettre le système cognitif dans un état émotionnel, affectif, assez peu propice à l'apprentissage et assez peu propice à la performance en tout cas. Mais surtout, on observe l'inverse dans le cas d'un rappel de souvenirs spécifiques de réussite ou d'échec. Donc non seulement ces résultats valident bien l'hypothèse d'une relation causale entre le contenu du rappel autobiographique et les productions cognitives, mais montrent une influence très différente de la réussite selon la nature générique ou spécifique du souvenir, et même chose pour l'échec. À tel point que les effets des souvenirs de réussite et d'échec s'inversent lorsque l'on passe de la condition générale à la condition spécifique. Donc ce n'est pas tout à fait rien. Le même pattern de résultat est observé dans la seconde étude, avec des lycéens confrontés, après la phase de rappel autobiographique, à un test de raisonnement. Alors, des données complémentaires permettent aussi de conclure à une peur de l'échec plus grande après le rappel de souvenirs généraux d'échec ou de souvenirs spécifiques de réussite, ce qui est assez logique. C'est-à-dire que quand on conduit le système cognitif à mobiliser des souvenirs autobiographiques qui sont plutôt de l'ordre de l'échec, eh bien, même si ces souvenirs autobiographiques ne concernent pas directement la dimension testée, eh bien, ils ont une influence négative sur la performance. Nous avons également montré, via des analyses statistiques dites de médiation, le caractère causal de la peur de l'échec dans l'influence du rappel autobiographique sur la performance. Alors, une implication de ces études est qu'il est possible d'améliorer les performances en maths des élèves en difficulté à la condition de les placer préalablement en condition de rappel de souvenirs généraux de réussite dans des domaines indépendants des mathématiques. Alors ça, c'est tout à fait intéressant. On leur fait se souvenir de souvenirs généraux de réussite dans des domaines indépendants du domaine avec des traductions positives dans le domaine dans lesquels ils sont en échec. C'est dire si la mémoire autobiographique, c'est quelque chose de puissant. Et en effet, et on a des revues entières en psychologie expérimentale consacrées à cette question, la mémoire autobiographique entretient des liens étroits avec les émotions, entretient des liens étroits avec l'attention, et il semblerait qu'il faille encore beaucoup creuser pour comprendre exactement comment ça marche, évidemment. Tout ça est extrêmement complexe, mais en tout cas, il semble qu'en effet, le rappel autobiographique n'est pas sans incidence sur la performance, y compris dans les domaines indépendants, comme on vient de le voir. On peut aussi, lorsque cela a du sens, leur faire percevoir à ces élèves
le caractère spécifique ou transitoire de leur échec, dont on a vu l'effet bénéfique, là encore, sur la performance. Donc, en conclusion, les performances des élèves dépendent au moins en partie de leurs expériences antérieures de réussite ou d'échec et des représentations de soi construites à l'issue des évaluations. Alors, on a vu tout à l'heure que déjà la simple présence des autres peut avoir une incidence importante sur le contrôle cognitif. Et là, on voit que, même en situation d'isolement, le rappel autobiographique, cette représentation mise en mémoire du contexte social des évaluations récurrentes, positives ou négatives, peuvent avoir des effets importants sur l'expression des capacités du sujet. Les évaluations ne font donc pas, et ça c'est fondamental à mon avis, ne font donc pas qu'informer les élèves sur leurs forces et faiblesses, elles contribuent à l'expression même des compétences et incompétences inférées à leur égard. Quand on donne du feedback, on ne fait pas qu'informer l'élève sur la nature de sa performance. C'est très important le feedback. Moi, je ne suis pas du tout pour la suppression des feedbacks, etc. Simplement, il faut savoir que quand on donne du feedback, on alimente une mémoire autobiographique, qui peut être une mémoire installée dans une histoire chronique d'échec ou de réussite. Donc on fait ça aussi quand on enseigne. Et donc il est très très important de savoir comment distribuer les feedbacks de manière optimale, et de manière à ne pas nourrir une mémoire autobiographique d'échec qui crée en elle-même les conditions de la reproduction d'échecs. Il y a un cercle vicieux. Ça, vous allez trouver quelques pistes là-dedans dans les bouquins que j'ai évoqués tout à l'heure. Et il y a là des choses absolument fondamentales et qui, même si on ne sait pas toujours quels sont les processus derrière tout ça, qui livrent quand même des pistes intéressantes pour l'action en situation pédagogique. Et donc, ça vaut vraiment le coup, je crois, d'y jeter un œil. Et d'où l'intérêt, bien entendu, d'un usage modéré de la note, surtout avec les élèves en difficulté. C'est ce que j'ai eu l'occasion de défendre modestement lors de la conférence nationale sur l'évaluation. Personnellement, je ne suis pas du tout pour la suppression des notes. Je crois qu'à un moment donné, la note est un élément important, mais il y a un usage raisonné de la note et des formes de feedback à respecter si l'on ne veut pas très rapidement fabriquer des casiers scolaires, comme on fabrique des casiers judiciaires. Plus généralement, et j'en termine vraiment, ne surtout pas confondre la compétence et la performance. Seule la performance est observable. La compétence peut ne pas s'exprimer faute d'un contexte favorable, et nous l'avons vu chez le babouin jusqu'à nos élèves de 6e, 5e. De ce point de vue, il est un peu illusoire de définir les compétences en termes d'observables du type « l'élève doit être capable de ». L'élève peut se montrer incapable d'eux en raison même des conditions qui lui sont faites dans l'espace de la classe et du fait des stigmatisations dont il fait l'objet. Il y a là un formidable clavier sur lequel l'enseignant, je crois, peut jouer pour conduire chaque élève au meilleur de ses capacités. Donc ces discontinuités entre compétences et performances, si elles n'existaient pas, je crois qu'on pourrait fermer pas mal de laboratoires de psychologie. Le problème, c'est qu'elles existent, qu'il faut arriver à les expliquer et que on a une psychologie cognitive qui tous les jours nous fait avancer sur la compréhension de l'architecture du système cognitif, sur la nature des processus cognitifs impliqués dans les apprentissages, et ça c'est absolument capital, absolument fondamental, il n'est pas du tout question de remettre en cause cela. La question, c'est qu'il faut mettre cela en musique avec les contextes dans lesquels fonctionne le système cognitif. Et donc, moi quand j'entends sciences molles versus sciences dures, tous les jours, l'expérience que je fais de la psychologie expérimentale, et je pense que l'expérience de Stanislas Dehaene est la même de ce point de vue-là, c'est qu'on est dans une science dure, dans une science hyper complexe, puisqu'il faut arriver à tricoter autour de toutes ces expériences-là pour comprendre minimalement comment ça fonctionne, comment tout ça est en interaction, et c'est évidemment hyper complexe. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne veut pas tirer un certain nombre d'implications pour le terrain scolaire, et l'erreur absolue serait de considérer que tout ça est tellement complexe, on ne peut rien en faire, c'est tout le contraire. On ne peut pas résoudre tous les problèmes de la classe, tous les problèmes en termes d'apprentissage scolaire, d'échecs, de réussite, etc. On ne peut pas résoudre tous les problèmes sans la science. Mais comme nous le disons souvent, se passer
des données scientifiques pour résoudre les problèmes, s'en passer complètement, ça, ce serait une folie. Or, interrogeons-nous sur le contenu de la formation, des formations pédagogiques en particulier, dans notre pays. On est parfois très, très surpris relativement à ce que font les anglo-saxons. Donc je crois que là, il y a en effet des choses à explorer. Je suis absolument, absolument d'accord avec la conclusion de Stanislas tout à l'heure, qui portait très haut l'idée d'un département développement recherche au ministère de l'Éducation et le fait de développer des stratégies pédagogiques en particulier sur la base de données scientifiques. Parce que sur un certain nombre de sujets, pensez à la lecture par exemple, pendant, et Stanislas est le grand spécialiste, pendant très très longtemps, les gens ont discuté sans aucune donnée expérimentale, les enseignants se sont affrontés sur quelle était la meilleure méthode de lecture, etc. Aujourd'hui, on s'affronte sur l'évaluation, faut-il supprimer la note? On trouvera toujours des gens absolument convaincus qu'il faut supprimer la note, d'autres absolument convaincus qu'il ne faut pas la supprimer. La question est de savoir que nous disent les données expérimentales sur l'évaluation. C'est ça la question. Et donc de piloter un certain nombre de programmes sur la base de ce que l'on sait, de ce que l'on sait valider sur la base d'un certain nombre d'opérations à caractère plutôt scientifique, c'est-à-dire organisées avec une certaine rigueur, avec un certain contrôle des opérations. Tant qu'on ne fera pas ça, on continuera à s'enfoncer de manière absolument stérile. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.